je vais inviter mes amis Bruno Perutti, mais également Sylvaine Lelibou, Nadia Simon, Luc Duquesnel et Patrick Assiag à nous rejoindre. Alors, dans un premier temps, et avant de venir m'asseoir à côté de vous, j'aurais deux questions en préambule. Une qui est d'actualité parce qu'elle sied à la prévention et à l'annonce du ministre de la Santé qui nous sied, puisque M. François Braun nous a annoncé mettre en place des consultations gratuites à 25, 45 et 65 ans. Là, alors ça nous sied, vous le savez, parce que dans la mission IGAS sur la prévention qui a eu lieu il y a 1 an et demi, la réponse de la CSMF, alors chacun va dire aujourd'hui, j'étais le premier, la réponse de la CSMF à l'époque, et nous étions les seuls, c'était de mettre des consultations à des âges clés de la vie. On n'avait pas tout à fait les mêmes âges, puisque au nom de la CSMF, j'avais proposé 25-45, mais j'avais proposé l'adolescence. On est père de famille tous les deux, et on sait combien les vaccins de l'adolescence et la prise en charge des risques liés à l'adolescence, mais en tout cas 25, 45, 65, bravo. J'ai une question, qui l'a fait et qui l'a fait à vos yeux? Si je pose cette question-là, c'est parce que, à nos yeux, si la prévention est l'affaire de tous, la consultation de prévention, pour nous, doit être l'affaire du médecin traitant, parce qu'elle est un gage de qualité. Il n'empêche que les autres acteurs ont un rôle et une action de prévention. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de saluer d'abord Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, et vous remercier beaucoup de votre invitation. Très honoré de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'on aura le temps de balayer l'essentiel des sujets, mais je crois que ce sera le cas. Je vais essayer de pas trop botter en touche dans mes réponses, mais cela un tout petit peu pour une bonne et simple raison, mais je m'explique. D'abord, ces bilans de prévention, évidemment, c'est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour mettre en œuvre cette prévention dont on a bien vu dans la crise qu'elle était quelque part, je ne sais pas si elle est un maillon qui manque dans le système, mais en tout cas qu'il faut la renforcer. Donc c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, l'assurance maladie souhaitera mettre son énergie, son savoir-faire, ce qu'elle a appris à faire aussi dans le Covid avec ce fameux aller vert, pour pouvoir, comment dirais-je, inciter, accompagner les assurés à faire ces bilans de prévention. On sait qu'un des défis, ce sera, entre guillemets, d'attraper ceux qui en ont le plus besoin, si vous me permettez l'expression, et ça sera un sacré défi. Et alors pourquoi je vais botter un tout petit peu en touche? Parce que je crois qu'il y a un travail qui va s'engager. Je pense qu'honnêtement, le ministre, je serais surpris qu'il ne l'évoque pas devant vous tout à l'heure, pour essayer de, voilà, maintenant que le principe est posé, de se dire qui fait, comment, et justement, comment on réussit ce challenge aux différents âges de la vie, parce que les contenus ne vont pas être les mêmes, selon qu'on parle évidemment des jeunes, des moins jeunes et des un peu moins jeunes, selon que, voilà, sur le contenu en termes de santé publique, et peut-être aussi sur les acteurs. Parce que j'ai envie de vous dire, il est évident que le médecin traitant a un rôle central dans cette affaire. Je vois mal que tout ça se construise sans lui. Et en même temps, comme on dit parfois, on voit mal aussi qu'il soit le seul, entre guillemets, à être un acteur de ces bilans de prévention. Donc voilà, c'est à construire, c'est à dessiner. Je crois qu'il y a une démarche qui va se mettre en place pour le faire d'une manière qui associe les acteurs, dont bien sûr les médecins libéraux, pour construire ça assez rapidement en 2023, au-delà du principe politique et de l'annonce politique qui a été faite. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, oui, bien sûr, le médecin traitant, sans doute pas tout seul, mais selon des modalités qui vont être précisées et auxquelles l'assurance maladie voudra vraiment contribuer pour que ce soit une réussite. Merci. Avant de passer la parole à Bruno Perutti sur un sujet que vous connaissez, parce qu'on a maintes et maintes fois parlé de la hiérarchisation, et j'espère que ça fait son chemin avec ce respect du droit et du devoir qui, comme vous le savez, sied à la politique de la CSMF. Un petit mot, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé, j'espère pas vous piéger là-dessus, je ne crois pas. Vous savez comme moi que les travaux du Haut Conseil de la nomenclature, et je tiens à saluer Christian Espagno, qui en est le vice-président et qui est parmi nous, sont en cours. Et de toute évidence, ne seront pas terminés pour être appliqués lors de la convention à venir. Et donc j'imagine mal que ça puisse avoir un impact direct sur cette convention à venir. Il n'en est pas moins vrai que, au-delà de la valeur du point, il y a le coût de la pratique, et que le coût de la pratique est bloqué depuis 2005. Allez-vous ouvrir ou nous permettre d'ouvrir cette discussion dans les conventions à venir? Parce que finalement,
c'est deux choses qui peuvent être différentes, ou pensez-vous qu'il faille, et quelle va être votre attitude sur ce plan? Alors, d'abord, en tout cas, moi, je me félicite des travaux du Haut Conseil de la nomenclature. Je crois que l'instance est posée, elle travaille, et évidemment, elle ne travaille pas toute seule, puisqu'elle s'appuie sur un travail très important des différents comités et de l'ensemble des professions, des spécialités qui sont en train de se mobiliser. On a un sujet qui va être assez redoutable, je le dis de façon tout à fait modeste et transparente, d'articulation de ces travaux, y compris calendaire, entre la négociation conventionnelle et le travail du HN. Parce que la réalité, et honnêtement, même s'ils travaillent bien, il faut aussi leur laisser le temps de bien travailler, et il n'y aura pas de miracle. Les travaux qui sont engagés n'auront pas totalement abouti au premier trimestre 2023. Donc, il va falloir qu'on trouve ensemble le mode d'emploi. J'ai pas de tabou sur ces différents sujets, même si vous savez pourquoi le point de travail n'a pas bougé, vous savez qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas bougé non plus, qui auraient pu bouger. On connaît tous le sujet par cœur. Donc voilà, mais ça va pas être honnêtement très simple, et on est preneur assez vite, et peut-être même d'ailleurs avant que les négociations s'ouvrent officiellement, on discute avec l'ensemble des parties prenantes sur la bonne façon d'articuler les deux exercices. On y a, nous, un peu travaillé, un peu réfléchi. Je le dis encore une fois très modestement, c'est pas une articulation facile, que ce soit financière et que ce soit sur le fond. Donc on a ça à craquer, entre guillemets, comme disent les jeunes, dans les prochaines semaines. Mais il est certain que, voilà, on va, j'espère en tout cas, ou alors ça sera mauvais signe, qu'on aura signé avant que la hiérarchisation aboutisse. Et donc il va falloir trouver un moyen de faire une passerelle entre les deux, de prévoir peut-être des choses dans la convention, des principes, des modalités qui ensuite vont se décliner derrière. Il faudra quand même qu'on soit capable d'avoir consolidé un certain nombre de choses dans la convention pour ne pas rouvrir complètement un deuxième round quelques mois après. Donc on en est là. Voilà, modestement, je vous dis, on en est. Mais on a conscience des enjeux, y compris celui que vous évoquez. Merci, mais vraiment avec je prends un accent particulier à voir sur le coup de la pratique, parce que bloqué depuis 2005, indépendamment du point de travail finalement, et de la hiérarchisation, j'entends, hein, on est passé du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte, hein, je sais bien, mais le combien ça coûte, il est aussi de notre côté, et 2005, 2022 ou 2023, à un moment où on signera, on fait un peu le grand écart. Bruno, à toi, merci de questionner Thomas Fatome sur un sujet qui t'est cher, qu'on porte dans la CSMF depuis longtemps, mais à qui tu as donné un élan de modernité et une solution pratique qui, je pense, devrait nous pouvoir permettre d'atterrir, je l'espère en tout cas. À toi. Merci Franck. Monsieur le directeur général, j'aurais 3 questions assez simples à vous poser concernant les consultations et notamment la hiérarchisation. D'abord, vous savez que donc la CSMF porte cette hiérarchisation en vue de simplifier la nomenclature qui nous a posé des problèmes à tous les médecins depuis longtemps. Première question, est-ce que cette hiérarchisation simplifiée, avec des consultations qui reconnaissent l'expertise médicale et qui sont probablement moins fréquentes, mais avec une valorisation plus importante, et permettant donc à tous les médecins de voir plus de patients différents, est-ce que la CNAM est prête à nous suivre sur ce chemin? Deuxième question sur la hiérarchisation des consultations. Nous avons la volonté, au travers de cette hiérarchisation, de valoriser l'expertise médicale et notamment les spécialités cliniques, mais j'allais dire non pas forcément les spécialités cliniques, mais toute l'activité clinique de toutes les spécialités, en simplifiant les choses et en valorisant leurs actes d'experts. Est-ce que, là aussi, la CNAM nous entend et est prête à nous suivre sur ce chemin? Et troisième question, est-ce que l'expertise médicale, qui doit être probablement plus rare, mais en même temps pertinente et de qualité, a une valeur, à vos yeux, supérieure aux actes des autres professions de santé? Et est-ce qu'elle doit être mise de par l'expertise
dans le diagnostic et le protocole de soins à un niveau suffisant. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de sujets. Je vais commencer peut-être par la dernière pour peut-être... pardon, je ne vous ai pas vu passer. Je ne suis pas sûr de voir complètement le fond du sujet sur la troisième question. J'ai à peu près pas beaucoup de doutes sur le fait que l'expertise médicale aujourd'hui est rémunérée à un niveau supérieur aux actes des autres professions de santé. Donc je ne sais pas quel est le sous-jacent ou l'implicite de la question qui m'a échappé. Alors le sous-jacent implicite, c'est peut-être quelque chose qui a un peu surpris un certain nombre de nos confrères sur les forfaits des IPA, qui peut parfois poser problème dans la perception. Très heureux du coup de clarifier quelque chose. Ces forfaits, si vous me le permettez, n'ont rien à voir avec la valorisation d'actes. Voilà, on ne valorise pas des actes, on valorise par des forfaits une activité, qui parfois peut se traduire par des bilans qui sont censés être longs, beaucoup plus longs qu'une consultation médicale moyenne, et ensuite une rémunération d'activité qui va couvrir toute une série d'actes, c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas de consultation, c'est pas le bon terme non plus, mais de contact entre l'IPA et le médecin. Donc je vois bien que quand on met un chiffre, on se dit mais c'est beaucoup plus qu'une consultation, mais pardon, mais ça n'est pas une consultation. Ça n'est pas une consultation. Et la réalité, c'est que le modèle économique qu'on a construit et dont on assume pour les IPA qu'il est meilleur que le précédent, on va dire que le précédent est complètement montré sa solidité, situe la rémunération des IPA là où elle doit être. C'est-à-dire mieux qu'une infirmière libérale, mais nettement moins qu'un généraliste. Et pardon de ne pas faire de la provocation, mais nettement moins que la plupart des spécialistes. Je ne fais pas de trucs sur spécialisme médecine générale, enfin on se comprend. Donc voilà. Mais je pense qu'il faudra bien se le redire parce qu'on a bien. C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité qu'on puisse vous informer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on a eu le temps de le faire, mais il faudra qu'on le refasse. Refaire une séance d'explication avec les médecins sur sur ce modèle économique IPA, mais qui vise à rémunérer une activité, d'abord fondamentalement de suivi des infirmières en pratique avancée de malades chroniques, qu'elles doivent voir régulièrement, de façon assez intense dans la durée. Et donc avec des niveaux de rémunération qui sont associés à ça et qui aboutissent. Voilà. Donc, donc je comprends la question et très heureux de pouvoir essayer de la clarifier aujourd'hui et encore une fois de vous proposer qu'on puisse dédier une séance de travail à ce sujet. Deuxième point, je remonte dans le désordre, expertise médicale, spécialité clinique et petite distinction entre, si je l'ai compris, celle-là, entre acte clinique et spécialité clinique. Je vais être cash avec vous. Je crois qu'il faut qu'on continue à soutenir encore plus que d'autres les spécialités cliniques de ce pays. Parce que, une réalité, c'est que les pédiatres, les psychiatres, et puis par ailleurs les médecins généralistes, sont plutôt au niveau bas de l'échelle de rémunération des médecins libéraux de ce pays. Quand bien même il y a déjà eu des efforts qui ont fait, on regarde année après année, c'est très bien écrit dans l'excellent rapport chargé-produit que nous avons imprimé cet été. Je suis sûr que ça a été votre livre de chevet pendant toutes vos vacances. Plus sérieusement, voilà. Donc oui, il faut continuer et je pense que ces travaux autour de la nomenclature clinique, elles doivent être une des motivations, ça doit être de continuer à soutenir les spécialités cliniques, j'allais presque vous dire, au sens large. Voilà, troisième sujet. Troisième question qui était la première. Je suis favorable à la simplification de la nomenclature, tout en partageant le fait qu'on est évidemment tous autour de la table là bien meilleurs que nos prédécesseurs, mais que si nos prédécesseurs n'ont pas complètement réussi, c'est aussi parce que c'est difficile. Et il faut saluer leur investissement. Et donc je suis modeste là-dessus. Et je vous l'ai dit, Monsieur le Président, je suis sur le papier intéressé par cette logique de hiérarchisation, mais je le redis et je le dis de façon claire aussi qu'un tel système ne fonctionnera pas si l'on pense qu'il appelle des mécanismes de régulation et de contrôle pour le faire fonctionner. Parce que c'est pas comme ça que je vois nos relations d'abord, je les vois dans un partenariat, dans un contrat, et pas dans un contrôle. Si des contrôles il doit y avoir parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, font des bêtises, on en parlera d'ailleurs très prochainement sur la lutte contre la fraude, il faut, mais c'est pas comme ça qu'on travaille et qu'on construit le système et qu'on construit surtout une nomenclature. Et voilà. Et donc,
des expériences, y compris d'autres professions, nous ont montré que des gradations de soins en fonction de situations ou en fonction d'épisodes, c'était quand même pas facile à driver de manière globalement maîtrisée pour tout le monde. Donc voilà, oui sur le principe, oui à la simplification, non à un système qui reposerait sur l'idée magique que si éventuellement à niveau A, niveau B, niveau C, si on a nettement plus de gens qui sont au niveau C que prévu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas de la science-fiction, parce que c'est arrivé récemment dans une autre profession qu'on vient d'évoquer. Et c'est pas agréable. Et puis vous êtes plus nombreux et ça coûte plus cher. Enfin, vous êtes plus nombreux, enfin, on se comprend. Donc voilà, donc je dis juste que c'est un sujet compliqué. Ça fera partie des briques de discussion. Voilà, il faut juste qu'on sache que c'est ambitieux, quoi. Monsieur le directeur, si je puis ajouter un mot, je crois que l'objectif de cette hiérarchisation avec un espacement des consultations, c'est de pouvoir répondre à votre demande juste de favoriser l'accès aux soins et donc d'augmenter la file active des médecins. Je crois que c'est notre objectif commun et je crois qu'on essaye d'y répondre comme ça. Bien sûr. Et alors, pardon si j'empiète sur des discussions qu'on va avoir, parce que ça me donne aussi l'occasion de poser un ou deux sujets qui seront, je pense, des sujets importants de la négociation conventionnelle. D'abord, se redire qu'un des axes, ça doit être ce gain de temps médical dont on a absolument besoin et dont les patients, les assurés ont besoin. Ça, je pense que je prêche des convaincus. Derrière ça, il y a, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, dans votre propos introductif, si j'ai bien suivi, cette logique d'aller plus loin dans la construction des équipes, d'aider les médecins, généralistes et spécialistes, à renforcer leurs équipes et donc à quelque part modifier, je crois dans le bon sens, hein, leurs conditions d'exercice, la structure de leur activité, d'une certaine manière la structure, non pas de leur patientèle, mais de la structure des patients qu'ils voient au quotidien et comment ils les voient, etc., etc. Et donc ça aura un impact sur le modèle économique. Vous l'avez dit à maintes reprises, vous le dites mieux que nous, un médecin généraliste, il voit des gens simples, entre guillemets, enfin, il a des consultations simples, il a des consultations plus compliquées, et 25 € est une moyenne. Et que si demain, vous ne voyez plus que les compliqués, ça sera compliqué à 25 €. Donc ça, je peux vous dire qu'on l'a, enfin, pas qu'on l'a intégré, pas plus intelligent que les autres, mais on le comprend. Et donc, en tirer les enseignements dans une réflexion sur la nomenclature clinique, et en tout cas sur la construction des modèles tarifaires, ça, c'est quelque chose qui nous parle. Après, c'est là où on va sûrement aborder des sujets qui sont en lien avec ce qui s'appelle un peu droit et devoir, c'est qu'est-ce qu'on met en face en termes de prendre plus de patients. Et on en discutera sûrement avec les assistants médicaux. Il ne s'agit pas de mettre des objectifs pour faire peur aux gens. Mais voilà, donc je relis quand même les sujets. Ce n'est pas qu'un sujet de simplification, de hiérarchisation, de nomenclature. C'est un sujet aussi en lien avec un modèle économique des médecins et une gestion de leur patientèle avec une équipe auprès d'eux qui doit amener à changer sans doute un certain nombre de tarifs. Merci beaucoup. Mais vous savez, on est d'accord, hein, on partage ces valeurs-là. La hiérarchisation pour nous, on n'a pas mis le mot droit et devoir, c'est un peu singulier quand même pour un président de la SSMF et d'avoir dit ça à peine élu depuis 2 jours. Je me suis dit que je vous l'ai déjà dit, j'allais faire le mandat le plus court de l'histoire de la CSMF parce que les miens allaient mettre fin à ce mandat, puisqu'après tout, un président de syndicat, ça doit parler de droit et pas de devoir. Vous savez combien je pense tout autrement, que l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est comme ça qu'il faut construire et que nos échanges récents, multiples, estivaux sur ce sujet nous amènent à rejoindre la valeur auquel on croit de cette hiérarchisation, mais effectivement le devoir qu'il y a en face de nous organiser malgré notre démographie qui dégringole, mais nous organiser pour prendre en charge plus de patients. C'est vrai, je salue Sébastien Guérard, qui est le président des libéraux de santé, et de la FFMKR, le président des syndicats de kinésithérapeutes, qui est parmi nous aujourd'hui, mais c'est l'état d'esprit qui est le nôtre au sein des libéraux de santé. Vous parliez des infirmières en pratique avancée, on vous rejoint. On en a besoin de plus. Aujourd'hui, leur modèle économique doit être renforcé. Il en va ainsi des autres professions de santé. Mais pour cela, effectivement, si on déshabille Pierre pour habiller Paul, ça va coincer. Et je pense qu'on partage cet avis-là. Et c'est comme ça qu'on avancera. Sylvaine Lelibou va maintenant vous
vous interroger sur un sujet sur lequel on a beaucoup débattu, pour lequel on pourrait même enlever le D dans débattu finalement, presque beaucoup battu. Mais c'est du passé, qui est celui du SAS et du soin non programmé, à la fois chez les médecins généralistes, mais également, qui sont les spécialistes en médecine générale, mais également chez les autres. Voilà, je pense que finalement, l'été 2022 et la crise attendue et cette boîte à outils mise par François Braun avant d'accéder aux fonctions qui sont les siennes aujourd'hui, nous a peut-être ouvert les yeux et rassuré les uns les autres. Sylvaine, à toi de jouer. Bonsoir, monsieur le directeur. Donc, comme le disait Franck, les soins non programmés concernent aussi bien les médecins généralistes que les médecins spécialistes en médecine générale. Depuis longtemps, les médecins libéraux organisent leur planning pour répondre aux demandes de soins urgents de leur patientèle. On va parler ici des soins non programmés hors patientèle. Il existe désormais une cotation spécifique, SNP, plus 15 €, limitée à 20 actes par semaine et par médecin généraliste pour les actes régulés par le 15 ou le SAS. Or, vous avez dans cette assemblée des leaders syndicaux départementaux et régionaux qui, dans toute la France, ont inventé et expérimenté des organisations de soins non programmés bien avant l'existence du SAS, en dégageant des plages horaires spécifiques ou en ayant un secrétariat dédié dans leur maison de santé pluridisciplinaire ou dans leur CPTS ou toute autre organisation territoriale. Ces médecins qui évitent l'engorgement des centres 15 et qui ont en grande partie évité le chaos annoncé cet été avec la fermeture de nombreux services d'urgence ne peuvent pas coter la majoration SNP. Autre problème qui concerne plus spécifiquement les CPTS et une de leurs missions socle qui est l'amélioration de l'accès aux soins, l'avenant 2 de la CICPTS ne permet pas d'avoir une partie du financement si la CPTS n'a pas de SAS, même si elle a une organisation de soins non programmés qui fonctionne, donc hors SAS. Dans ma région, par exemple, la région Centre-Val de Loire, qui est maillée de CPTS, 13 d'entre elles n'auront pas leur financement car elles ont un projet SAS, mais qui n'est pas assez mature. Je pense que c'est irréaliste de demander à toutes les CPTS d'avoir un SAS immédiatement. J'ai monté moi-même, avec 3 de mes confrères et une coordinatrice CPTS, un SAS dans mon département. Il a fallu 17 mois en y passant nos week-ends et nos soirées. Je parle ici de vrais SAS, avec régulation libérale et effecteurs généralistes au bout de la chaîne. Ne pas financer ces CPTS, c'est freiner la dynamique de développement des SAS en décourageant les médecins précurseurs les plus actifs. Troisième problématique, les soins non programmés de second recours. Les médecins généralistes ont besoin d'avoir un accès plus fluide et facilité aux médecins spécialistes hors médecine générale pour des avis urgents ou semi-urgents. Or, un des leviers est la majoration MCU, plus 15 €, mais qui ne concerne que les patients adressés par le médecin traitant si l'acte du spécialiste est réalisé dans les 48 heures. Cette majoration MCU devrait être élargie aux actes régulés par le médecin traitant, d'accord, mais aussi par le 15 ou le SAS, ou un médecin d'un service d'urgence, ou un médecin généraliste qui n'est pas le médecin traitant. Bref, peu importe l'adressage, du moment qu'il y ait une notion d'urgence et un retour vers le médecin traitant. De même, 2 jours actuellement est difficile à tenir. 5 jours ouvrés pour avoir une consultation chez le spécialiste est plus réaliste compte tenu du contexte de pénurie. Enfin, la possibilité d'associer un acte technique à la majoration MCU est justifiée car les soins urgents nécessitent souvent un acte technique. Mes 3 questions sont donc, ne pensez-vous pas qu'il faille élargir la cotation SNP aux soins réalisés dans des organisations territoriales hors SAS pour encourager ces médecins à mettre en place les SAS, mais en leur laissant le temps de le faire ? Est-ce que vous allez faire évoluer votre position concernant l'avenant 2 de la CICPTS et financer les CPTS actives en leur laissant le temps, elles aussi, de monter des SAS, au risque sinon de freiner la dynamique ? Et quelle est votre position sur l'élargissement de l'application de la MCU, adressage, délai de 5 jours et cumul possible avec un acte technique ? Donc, en un mot, l'été 2022 a-t-il changé les choses ? Indiscutablement. D'abord, comme l'a dit le ministre, la catastrophe annoncée ne s'est pas produite et on peut s'en réjouir. Et elle ne s'est pas produite d'abord parce qu'il y a eu une mobilisation des professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, médecins, autres professions de santé, un soutien de l'assurance maladie, des mesures, une mobilisation des agences régionales de santé, des mesures dérogatoires, comme on dit dans le jargon. Et voilà, ça a porté ses fruits, ça a marché, et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. L'assurance maladie avait essayé d'être, comme elle l'est toujours,
constructive dans la préparation de ces mesures de l'été. Après, vous posez 3 séries de questions. Sur rémunération, SNP pour des organisations de soins non programmés. Je fais un tout petit détour 2 minutes pour vous répondre. Mais vous l'avez, je crois, d'ailleurs dit. On n'a pas attendu le SAS, vous n'avez pas attendu le SAS, les médecins généralistes et spécialistes aussi, d'une certaine manière, n'ont pas attendu le SAS pour faire les soins non programmés. Vous en faites tous les jours, c'est dans votre métier, vous accueillez des gens qui prennent des rendez-vous en 24, 48 heures, etc., etc. Et notre ambition, pourquoi je dis ça, parce que c'est important, vu de notre fenêtre, c'est de redonner le maximum, à la fois la capacité aux médecins traitants et à leur équipe, et donc aux patients, d'avoir le réflexe médecin traitant et de lui redonner confiance dans le fait qu'il va avoir une réponse, parce qu'il y aura un médecin traitant et son équipe qui sauront lui donner un rendez-vous en soins non programmés. Et je dis ça parce que il faut mettre de l'énergie sur l'organisation des soins non programmés. Mais il ne faut pas se tromper. Je pense qu'il y a d'abord une énergie à mettre et des financements à mettre sur la construction de ces équipes auprès des médecins traitants pour faire que le patient aura cette réponse, pas forcément toujours le médecin, mais de son équipe. Et que je pense que c'est le meilleur service qu'on rend à la population, c'est d'abord celui-là. Parce qu'il y a un autre modèle que je ne veux pas caricaturer, qui est le modèle dont on voit certains éléments se développer, de mettre beaucoup d'énergie et de moyens sur des centres de soins non programmés, que je ne critique pas en tant que tel. Ça peut répondre à des besoins, évidemment. Mais que si c'est ce modèle-là qu'on construit, ça devient difficile de construire des parcours de soins, de construire un suivi de patients chroniques, de vos personnes âgées que vous suivez dans vos cabinets, etc., etc. Donc je dis juste qu'il faut faire attention et qu'évidemment des incitations tarifaires non maîtrisées peuvent aboutir à ce que voilà, on crée des centres spécialisés de soins non programmés dans lesquels on va coter du 15 € à tire-larigot, pardonnez-moi l'expression. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on veut. En tout cas, nous, on dit attention, attention, attention. Je me permets de vous interpeller sur ce que vous venez de dire sur les centres de soins non programmés, parce que c'est important. C'est-à-dire que, si je vous lis, entre les lignes, moi aussi, dans les négociations conventionnelles, sans les interdire, sans mettre de coup de frein, vous allez valoriser, ça nous va bien, l'exercice du médecin traitant qui va faire du soin non programmé, médecin traitant généraliste, médecin traitant aussi spécialiste dit de second recours, et leur donner, parce que sinon, effectivement, on le voit tous, on a fait un communiqué de presse sur la financiarisation. On était à l'Assemblée nationale il y a 2 jours avec plusieurs d'entre nous ici, reçus par le groupe qui s'appelle Transpartisan, qui, on en parlera tout à l'heure, je pense, avec le ministre, qui vise à instaurer de la coercition et avec un risque. Ce que je disais à la délégation nationale, c'est que vous faites courir un risque majeur, puisque mon sentiment, notre sentiment, c'est qu'à appuyer sur ce bouton, le risque, c'est de voir nombre de nos jeunes confrères céder aux sirènes d'un exercice salarié de centre non programmé, autre que celui du médecin traitant. C'est l'état d'esprit. Oui, non, mais donc c'est notre état d'esprit est tout à fait cela. Et entre guillemets, mon rêve, si j'ose dire, ce serait que encore une fois, qu'on reconstruise un réflexe dans lequel l'assuré, le patient, il sait que s'il appelle ce cabinet, cette équipe de soins, ce médecin traitant, eh ben, il sait qu'il aura des bonnes chances d'avoir une réponse dans les 24-48 heures. Une réponse, en tout cas, voilà, une première réponse qui fera que on prend pas, venez nous voir, c'est pas grave, etc., etc. Et c'est vrai que ça, on sait tous qu'on l'a. Je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a perdu, parce que là aussi, attention à ne pas noircir le tableau systématiquement, mais en tout cas, il faut absolument se donner les moyens. Donc, je vous réponds clairement oui. Et ce qui me fait le pont avec la deuxième question, et pour aussi prolonger votre question, Monsieur le Président, c'est là où la régulation, c'est clé. C'est là où la régulation, c'est clé. Parce qu'à la limite, on pourrait, entre guillemets, ne pas avoir peur de voir des centres de soins non programmés, dès lors qu'il y a une vraie régulation qui envoie des patients. Parce qu'il y a un vrai besoin, parce qu'il y a un régulateur, donc c'est le métier qui a dit, celui-là, il faut que quelqu'un le prenne en charge, et donc c'est soit un médecin traitant, soit un centre de soins non programmés, soit, bien sûr, s'il faut qu'il y ait des urgences, il faut qu'il y ait des urgences, etc., etc. Dès lors qu'on a une régulation qui fonctionne, entre guillemets, on est serein. Et donc c'est pour ça que notre objectif n'est pas... J'allais utiliser le terme emmerder, en fait, maintenant depuis un ou 2 ans, on a le droit de le dire. Donc, notre but n'est pas d'emmerder les CPTS qui se construisent pour accompagner la population. Notre but, c'est de vérifier
qu'il y a une articulation avec un SAS et avec une régulation. Parce que par ailleurs, je ne crois pas, dans la durée, à des systèmes complètement éclatés dans lesquels on aurait toute une série de régulations ou pseudo-régulations. On va perdre les gens. On va perdre les gens. Ils vont soit, déjà s'ils appelaient plus le 15, en tout cas quand il faut, ce serait bien. Déjà, encore une fois, qui ont reconstruit ce réflexe médecin traitant. Et voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, on est en train, parce qu'on écoute bien sûr les remontées, d'accompagner le réseau pour trouver des voies de souplesse qui permettent de tenir compte qu'il y a des SAS qui sont en train de s'organiser, mais que ça met du temps. Je peux imaginer que le ministre va remettre un coup de pression dans la machine pour que ces SAS s'accélèrent, mais que pendant qu'ils sont en train de se construire, on ne bloque pas tout de notre côté. Qu'on est en train de trouver les équilibres. Je le dis sincèrement, c'est pas si facile que ça non plus, parce que, encore une fois, il ne faut pas qu'on gaspille nos ressources de régulation, il ne faut pas qu'on gaspille des ressources de temps médical également disponibles. Voilà. Et il faut utiliser cette plateforme nationale, je le redis aussi, c'est chiant, c'est peut-être pénible, etc. Mais c'est en train de marcher, cette plateforme elle marche très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, les gens sont libres du côté des effecteurs d'y adhérer ou pas, mais c'est la condition pour que le système de régulation il puisse trouver dans la durée des effecteurs. Troisième sujet, la MCU. Je le redis quand même parce qu'on a vu cette discussion juste avant l'été, ou en tout cas avant le 14 juillet, je crois. Les spécialistes, ils peuvent coter la MCU quand ils sont adressés par le SAS. Hein. On se le redit, ça. Hein. Donc je posais la question. Oui, les spécialistes peuvent coter la MCU quand ils sont adressés par le SAS. Après, on avait travaillé ce sujet suite à l'avenant numéro 9, si mes souvenirs sont exacts, sur la MCU. Je ne peux pas vous dire autre chose que, sinon si je vous dis oui tout le temps, ça va finir par être louche, mais je ne dis pas non par plaisir. C'est que étendre la MCU à 48, enfin au-delà de 48 heures à 72 heures, 96 ou à 5 jours, le U de urgence, il a un peu tendance à perdre de sa saveur. Donc voilà, donc c'est vrai c'est là une raison pour laquelle le groupe de travail n'est pas totalement abouti. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas complètement chaud à étendre ce dispositif, a fortiori avec des actes techniques. Donc voilà où on en est au moment où on se parle, mais j'imagine que ça fera partie des sujets dont on va reparler, puisque de toute façon, ces sujets-là, il va falloir qu'on les remette à l'ordre du jour de nos discussions conventionnelles de cet automne. Juste vous dire qu'il ne faut pas confondre les centres de soins non programmés avec les organisations territoriales qui sont des pré-SAS. C'est ça, en fait, l'enjeu. Oui, mais je redis juste que là-dessus, je pense qu'honnêtement, le ministre il a toujours été très clair. Hein. Les 15 €, c'est quand il y a une régulation organisée avec le SAS. Le SAS, s'il a contractualisé avec la CPTS et que la CPTS dit « moi, je te trouve des effecteurs », alors le régulateur, ça marche. Mais c'est une condition que je ne crois pas qu'il ait lâchée et que nous-mêmes, nous n'avons pas très envie de lâcher. Parce que sinon, ça va être le bazar, pour rester poli. Et ça va surtout être ce que je décrivais. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est parti les kikis. Du centre de soins non programmés à 15 €, voilà, tire l'arigot, on va les avoir. Et après, pardon, mais il ne faudra pas pleurer si on n'a plus de personnes dans les urgences, si on n'a plus de médecins dans les cabinets, parce que, voilà, ça va être complètement, je veux dire, si on peut coter 15 € toute la journée à chaque consultation, pourquoi rester dans son cabinet comme médecin traitant ? À un moment donné, voilà. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la régulation, c'est clé dans cette affaire. Mais, merci beaucoup. Donc si je devais conclure pour paraître un peu louche aussi, la MCU, c'est pas gagné, mais c'est pas forcément perdu. Il faut qu'on mette les choses sur la table. Et le SAS à 15 €, c'est-à-dire revenir sur les conditions qui ont fait polémique sur cette partie-là de l'avenant 9, et que je peux comprendre parce qu'on a besoin de savoir si ça ne ferait pas exploser les compteurs. Là aussi, ça peut faire. Je ne vais pas vous demander de dire ici, quoique. Hein, alors si vous me faites ce scoop-là, le SAS à 15 €, ici aux universités de la CSMF, moi je prends l'engagement tout de suite. Le ministre nous l'a dit comme ça, dans ces termes-là, dans son bureau, vous le savez, on en a parlé. Mais en tout cas, là aussi... Je vous l'ai dit, je vous ai dit que les choses, c'était... que l'été avait sûrement été d'abord quand même très tendu dans certains endroits, on va pas faire comme si ça avait été un long fleuve tranquille, mais que, encore une fois, la catastrophe annoncée ne s'est pas produite. Après, pardon du coup de prendre 2 minutes de recul, le ministre a sollicité 2 missions de l'IGAS sur, entre guillemets, l'été, l'organisation de l'accès aux urgences et l'évaluation globale de l'ensemble des mesures. Comme les choses sont bien organisées dans l'administration et dans l'État, on va regarder ce que cette mission ira. J'imagine qu'il partagera ces éléments de bilan avec l'ensemble des professionnels et puis on en tirera les enseignements. Mais voilà, vous voyez bien que là-dessus, nous, on souhaite que ça marche. Merci beaucoup. On va accueillir Nadia Simon. Nadia Simon,
Je la présente, on la connaît tous ici. Nanette Simon est médecin généraliste en Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc. La Normandie, c'est pas mal, mais la baie de Saint-Brieuc et Ploneuf-Valandrey, franchement, c'est bien aussi. Ça monte un peu plus quand on fait du vélo. Mais elle est donc vice-présidente de la CSMF, mais elle est aussi, je crois, tu es déléguée CAMF. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que les questions vont tourner autour de la retraite. Et donc, je laisse à Nadia le soin de vous poser ces questions. Donc, bonjour Monsieur le Directeur Général. Nous avons 12 500 médecins retraités en cumul emploi-retraite qui seraient plus nombreux s'ils pouvaient de façon simple donner un coup de main à nos jeunes médecins ou nos médecins en démographie difficile. Les freins exprimés par nombre de nos jeunes retraités sont des freins financiers essentiellement, cotisation à taux plein et à droit nul en cas de cumul activité pleine et précarité des revenus en cumul activité partielle. Très récemment, Mme Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la CNAM, déclare dans l'interview accordée le 19 septembre dernier au quotidien Le Généraliste, compte tenu de la démographie médicale, l'amélioration de l'accès aux soins primaires passera par 3 leviers clés: le non-départ à la retraite des médecins en fin de carrière, l'incitation à l'installation des jeunes diplômés et le soutien aux médecins installés pour qu'ils arrivent à prendre en charge davantage de patients. Pour maintenir en emploi les médecins retraités sur les 5 prochaines années, les sujets du cumul emploi-retraite ou d'une rémunération spécifique feront partie des discussions. Donc, Monsieur le Directeur, nous avons 2 questions. La première est, au vu de cette intervention, est-ce que nous pouvons espérer des mesures concrètes, sachant que la CSMF propose, avec le syndicat national des médecins concernés par la retraite, même si nous savons que vous n'êtes pas le seul décideur, que pour les médecins retraités libéraux en cumul, il y ait élargissement de la dispense d'affiliation à la CARMF, en augmentant le plafond de revenus de 12 500 à 50 000 euros, basé sur le revenu estimé en année N et non pas N-2, et la suppression de la condition de non-assujettissement à la CET. Que pour les médecins retraités inactifs depuis moins de 5 ans, il y ait possibilité de reprendre de façon simple une activité dans des structures médicales, avec un paiement direct par l'assurance maladie, dispositif un peu superposable à celui de la vaccination Covid, et que pour les médecins en cumul ayant une limitation de revenus, il y ait la possibilité de réactiver les dispositions législatives votées dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2022, dérogation à dépasser le plafond sans conséquence sur leur pension, le plafond étant impasse 41 136 euros. Nous avons une deuxième question concernant l'ASV. L'ASV est donc un régime spécifique conventionnel financé aux 2/3 par l'assurance maladie pour les médecins en secteur 1 et Optam. Nous pensons donc que cette question vous concerne un petit peu plus. Son montant ne suit pas l'inflation et ses honoraires conventionnels différés retraite, que représente l'ASV, risquent de ne jamais être versés avec l'absence de revalorisation de son montant et l'inflation. Monsieur Fato, Monsieur le Directeur, la CSMF estime que c'est de la responsabilité des ministères, Solidarité, Santé et Travail, et donc autant celui de la CNAM, de respecter son engagement conventionnel. Et nous demandons qu'un chapitre de la prochaine convention y soit consacré. Mais d'ores et déjà, pouvez-vous, Monsieur Fato, nous dire comment la CNAM compte adapter son montant pour faire face à l'inflation? Merci. Alors, complément emploi-retraite d'abord peut-être. Et puis ASV, parce que vous savez qu'on pousse beaucoup et on a peu de réponses à toutes les portes. Bien sûr. D'abord, merci beaucoup, docteur, pour ces questions. Vous l'avez dit au tout début, 12 500 médecins libéraux en cumul emploi-retraite. C'est énorme. Non, mais je ne fais pas semblant. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se dise que ce dispositif fonctionne très bien. Et tant mieux, parce qu'il est fait pour ça. Et votre serviteur y a modestement contribué il y a quelques années. Et voilà, je trouve que ce chiffre, quand même, est assez signifiant. Mais en fait, il est signifiant d'un défi qui se pose. Et comme l'a excellemment dit Marguerite Cazeneuve dans un journal spécialisé, c'est évidemment un enjeu important que de soit maintenir en activité, j'allais presque dire le plus longtemps possible, en tout cas tant qu'ils le souhaitent, mais en tout cas, quelque part, une part importante des médecins qui veulent, au-delà de, je sais
sais pas quel âge il faut mettre, mais en tout cas, au-delà de l'âge légal de départ, continuer leur activité. Et c'est vraiment un enjeu majeur dans les territoires, enfin, vous le savez mieux que moi, mais on le voit bien. Et voilà. Premier point, on partage. Deuxième point, on est prêt à regarder des leviers qui ne sont pas forcément que des leviers retraite. C'est pas plus un scoop qu'autre chose, hein, mais je le dis au passage. Voilà. Quels sont les leviers qui font, y compris financiers, quels sont les leviers qui font qu'on permet qu'un médecin en fin de carrière, entre guillemets, prolonge 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, enfin peu importe. Je pense que dans la période qu'on connaît, là, qui est compliquée, il faut aller chercher ces périodes-là. Au passage, d'ailleurs, et je vois un certain nombre de CPTS qui font des trucs extrêmement intéressants d'anticipation de départ à la retraite de médecins qui vont, voilà, à la fois éventuellement d'ailleurs être aussi force de conviction pour dire dans quelles conditions tu veux continuer, etc., etc., puis aussi préparer le départ avec vis-à-vis des patients qui sont ALD, qui sont âgés, etc. On voit des choses très intéressantes. Donc on est prêt à mobiliser, à regarder tous les leviers qui peuvent être efficaces. Voilà. Troisième chose, on fait déjà beaucoup, l'assurance maladie et l'État, pour créer des conditions un peu dérogatoires, on pourrait même dire exceptionnelles, pour les médecins dans les différentes règles. Alors je ne rentre pas dans le détail parce que c'est quand même assez technique en termes de cotisation proportionnelle versus forfaitaire, en termes de contribution de l'assurance maladie supplémentaire, en termes de régime simplifié, en termes d'exonération dans les zones sous-denses. Donc il y a déjà une panoplie quand même assez significative. Et au passage, je ne sais pas s'il y a des représentants de la CARF dans la salle et je m'en excuse auprès d'eux s'ils ne sont pas là, mais je crois comprendre qu'on a un vrai sujet d'accès aux droits et d'exercice par les médecins des règles dérogatoires auxquelles ils ont droit, parce que les chiffres que j'ai en tout cas, mais il faudra torturer un peu le directeur de la Sécurité sociale quand vous le verrez, entre eux c'est 12 500 et les médecins qui exercent en zone sous-dense et l'exercice de ce droit à exonération, il y a des trous. Moi, je ne dis pas que c'est de la faute de la CARF, hein, mais aussi c'est un droit quérable, il faut le demander. Mais en termes de publicité, je pense qu'on a sûrement tous collectivement un effort à faire pour essayer de mieux faire connaître ces mesures. Je ne sais plus si c'est 3e ou 4e, mais peu importe. Alors là, je reprends un peu une casquette un tout petit peu quand même aussi protection sociale au sens large. Et sans faire de grande discrétion sur la retraite. On ne cotise pas pour soi dans notre système par répartition, on cotise pour un système de solidarité qui a la répartition qui fait que vous cotisez pour les gens qui sont retraités aujourd'hui. Et donc je comprends très bien la frustration qui est de dire mais finalement je cotise pour rien parce que ça n'améliore pas ma retraite, mais parce que c'est un régime par répartition. Et que c'est un régime par répartition, globalement des régimes qui font quand même pas très très bien, ça fait un peu l'actualité. Pas de scoop non plus là-dessus. Voilà, c'est comme toucher du coup à soit moins de recettes, soit plus de dépenses. C'est pas tout à fait neutre et c'est du coup pas du tout dans mon escarcelle. Mais quand même, il faut juste se dire que à un moment donné, pourquoi on ferait des mesures complètement dérogatoires, encore plus dérogatoires qu'aujourd'hui pour les médecins et pas pour d'autres professions pour lesquelles on peut se dire que c'est bien qu'ils continuent à travailler, on en a besoin, etc. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des médecins, mais dès lors que vous ouvrez ce tiroir-là, c'est quand même pas complètement simple. Voilà. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ces règles de cumul, elles vont se rediscuter. Peut-être qu'elles auront une entrée médicale ou pas. Mais voilà. Une fois que j'ai dit ça, donc on est prêt à en discuter. On est prêt à partager avec le ministère le bilan vraiment précis, toutes les mesures. Parce qu'encore une fois, hein, c'est quand même assez, et je ne dis pas ça pour m'échapper, assez compliqué. Il faut voir de quoi on parle à chaque fois. Qu'on exerce bien, que les médecins exercent bien tous leurs droits, en termes, y compris d'exonération de cotisation. Qu'on travaille avec la direction de la Sécurité sociale et avec le ministère à des évolutions, on y est prêt. Et encore une fois, y compris d'autres leviers que la retraite pour essayer de déterminer les conditions favorables à ce que les médecins qui ont 62, 63, 64, 65, je ne sais pas, continuent à bosser dans des bonnes conditions parce que c'est un objectif que l'on partage. Donc voilà où on en est. Alors sur l'ASV, honnêtement, je ne voudrais pas encore plus botter en touche, mais le régime, il est vraiment, les paramètres du régime, c'est vraiment pas l'assurance maladie qui en a la propriété. Voilà, nous, on paye une partie de cette affaire. Et donc les conditions dans lesquelles le pilotage du régime va s'adapter, y compris dans une période de remontée de l'inflation. Voilà, après... Voilà, on a toujours dit, et je crois qu'il n'y a pas, en tout cas s'il devait y avoir une inquiétude, je veux la lever tout de suite,
on considère toujours que la participation de l'assurance maladie à la protection sociale des médecins et à sa contribution à la prise en charge des cotisations, ça fait partie du pacte conventionnel historique. Et pour nous, c'est une brique importante de cette relation conventionnelle. Donc on s'inscrira dans les décisions qui seront prises par l'État, qui viseront, je pense, à favoriser les conditions dans lesquelles le régime ASV doit perdurer, dans un contexte retraite qui n'est pas complètement simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deux mots de conclusion. 12 500, c'est bien, ça pourrait être mieux et ça pourrait être pire. Et donc, je pense effectivement qu'il faut qu'on puisse en discuter, sans être outrancier, mais en discuter, parce qu'on a à tout mettre en œuvre pour peut-être augmenter ce chiffre et surtout pas le voir baisser au vu de l'évolution démographique qui va d'aujourd'hui, mais auquel on doit faire face pour les années à venir. L'ASV, aidez-nous, finalement, aidez-nous. L'ensemble des syndicats représentatifs, c'est assez rare pour le signaler, qu'on signe ensemble une lettre, tous ensemble. On a notre interlocuteur privilégié, et bien la DSS, service que vous connaissez plus que bien, vous y faisiez mention il y a quelques instants. Aucune réponse, aucune réponse. Les deux ministres, je ne sais pas leur sujet de prédilection, pas de réponse, pas de réponse. Au nom de la CSMF, j'ai repris la main en interrogeant Franck Van Lennep, patron de la DSS, en début d'été. Pas de réponse. Donc si on y croit tous les deux, ça va venir. Et ben, Dieu vous écoute et œuvrons ensemble. On va accueillir votre voisin de gauche qu'on connaît plus que bien, que vous connaissez par cœur, qui va parler d'un sujet RH finalement. Et donc on est parti sur le sujet RH. Donc Luc, que je ne présente pas parce que... Monsieur le directeur général, un des enjeux, vous l'avez dit, Franck l'a dit, de la prochaine convention médicale sera de permettre aux médecins libéraux d'améliorer l'accès aux soins. Le nombre de ces médecins devant encore diminuer, ils devront donc augmenter leur file active et pour les médecins généralistes, augmenter aussi leur patientèle médecin traitant. Vous avez dit que si la patientèle des médecins généralistes passait de 1000 à 1200 patients, le problème de l'accès aux soins serait résolu pour la médecine générale. Or, dans les territoires à faible démographie médicale, ces médecins ont déjà pour la plupart d'entre eux des patientèles allant de 1500 à 3000 patients et il est illusoire de leur demander de travailler plus. Il en est de même pour la file active des autres spécialistes. Les médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité médicale, vont donc devoir modifier leurs organisations professionnelles pour prendre en charge plus de patients, et cela ne pourra se faire qu'en travaillant avec d'autres professionnels autour d'eux, afin que le temps médical soit essentiellement le temps de l'expertise médicale. Pour que nos cabinets médicaux deviennent des entreprises médicales libérales, la boîte à outils existe. Assistant médical, infirmière de pratique avancée, salariat de médecin. Pourtant, ces outils sont peu, voire parfois pas utilisés, alors que non seulement ils sont la garantie de l'amélioration de l'accès aux soins, mais aussi souvent d'une meilleure qualité de prise en charge. 3 questions, monsieur le directeur. Première question, quelles mesures conventionnelles faudrait-il prendre, à votre avis, afin de permettre l'embauche de plus d'assistants médicaux par les médecins libéraux? Deuxième question, quelles mesures conventionnelles faudrait-il prendre, à votre avis, pour inciter les médecins libéraux à travailler avec les infirmières de pratique avancée, avancée majeure pour les médecins qui le pratiquent déjà, tout en sachant que la méfiance des médecins deviendrait de la défiance si elle devait être en accès libre? Troisième et dernière question, aujourd'hui, le nombre de médecins généralistes salariés augmente, alors que celui des médecins généralistes libéraux diminue. Ils sont embauchés par des collectivités locales, conseils départementaux, mairies, avec des déficits d'exploitation importants, déficit d'1 million d'euros pour le conseil départemental de Saône-et-Loire, et souvent une piètre performance, moins de 400 patients médecins traitants pour les médecins salariés de ce département. Quelles mesures conventionnelles, et pas seulement la convention médicale, je pense aussi à la CIMSP et éventuellement d'autres, faudrait-il prendre
pour nous permettre de proposer dans nos entreprises médicales libérales, proposer à des jeunes médecins de pouvoir les salarier, mais avec un modèle économique viable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces 3 questions. Bon, sur les assistants médicaux, hein, je crois qu'on a été transparent, et là, encore une fois, dès nos discussions d'ailleurs du début de l'année, on a commencé à faire le bilan. On a partagé un bilan quantitatif, entre guillemets, pardon, le terme n'est pas très joli, plutôt très intéressant, en tout cas sur les conséquences que l'embauche des assistants médicaux pouvait avoir sur les patientèles. Un bilan qualitatif aussi plutôt très intéressant, avec des enquêtes qu'on a menées, des interviews montrant que les médecins qui avaient fait ce choix en disaient beaucoup de bien, que ça avait changé quelque part leurs conditions d'exercice, enfin ils le disent mieux que moi. Et on a mis tout ça dans Chargé Produit en disant on veut vraiment aller beaucoup plus loin dans le déploiement de ces assistants médicaux-là. On est à 3500, ça continue à monter. On ne sera pas si loin que ça malgré la crise qui a quand même un peu perturbé les choses de l'objectif de 4000 qui avait été fixé dans Ma Santé 2022. Mais clairement, le sujet, c'est pas de s'arrêter là, loin de là, c'est même de, entre guillemets, de passer à l'échelle. Et donc, d'ouvrir tous les sujets qui bloquent ou limitent le recours aux assistants médicaux. Le zonage, le niveau de l'aide, la durée, les objectifs, je ne peux pas dire beaucoup mieux, tout est ouvert. Voilà, parce qu'on a la conviction que ça marche. Donc voilà, après, il faut qu'on regarde ensemble. Voilà. On sait aussi qu'il y a des sujets qui sont pas complètement notre comment dirais-je, responsabilité sur les locaux, sur la formation, sur lequel les locaux, sans doute qu'avec les collectivités territoriales qui sont là, et je parle devant le maire d'Antibes, les collectivités ont un rôle majeur à jouer pour accompagner les professionnels dans leurs projets immobiliers, parce qu'ils nous disent beaucoup, mais enfin, j'imagine que vous l'avez encore plus. Nous, on voudrait bien, pourquoi pas, mais on ne sait pas où à ça dans les assistants médicaux. Vous êtes sympathique, mais j'ai un cabinet, donc voilà. Et on sait que c'est des sujets pas faciles. On sait qu'il y a toujours la peur de l'embauche, qu'on comprend, parce qu'il faut simplifier les démarches administratives, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne s'entend pas avec son assistant médical. Donc est-ce qu'on peut... Et on y a travaillé, on fera des propositions dans des logiques, entre guillemets, clé en main, c'est un peu direct comme formule, mais de alléger ou de diminuer la crainte de l'embauche d'un assistant médical par le médecin. Donc voilà, on veut vraiment y aller. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour des spécialités qui pourraient aussi... on a quelques spécialités qui en font, pas beaucoup. Honnêtement, un pédiatre, par exemple, on se dit que ce serait dommage de pas aller plus loin, mais pas que cette spécialité-là. Donc voilà, je ne peux pas dire beaucoup plus que... et vraiment, j'ai envie de dire... la clé, je pense, elle est avant tout dans notre capacité collective dès lors qu'on aura fait le maximum pour déverrouiller, voilà, c'est expliquer, informer. Il ne s'agit pas de faire travailler plus. J'aime bien redire ça, je pense qu'il faut marteler tout ça. Le sujet n'est pas de travailler plus, j'ai travaillé dans d'autres conditions, avec les appuis qui vont bien. Voilà. Et quand j'ai évoqué, je l'ai évoqué, ce sujet de passer de 2000 à 1200, c'est pas pour dire c'est grâce à ça qu'on va résoudre le problème. C'est de se dire que, c'est pas impossible pour beaucoup de professionnels, en moyenne. Il y a évidemment des gens qui ont déjà des patientèles plus élevées. Il y a aussi, et je ne jette pas la pierre, c'est pas du tout le sujet, il y a des organisations différentes. Il y a 20% des médecins traitants qui ont moins de 500 patients en tant que médecin traitant. 20%, c'est beaucoup quand même. Et pour des raisons, il y a sûrement une activité mixte, il y a du temps partiel, il y a plein de choses. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne travaillent pas, etc. C'est des sujets qu'il faut qu'on regarde collectivement. Donc c'est une ambition qu'on peut partager de dire on met le paquet pour aider. Sur les IPA, on a évoqué un tout petit peu. En tout cas, ce que nous, on a voulu faire côté assurance maladie, c'est d'essayer d'avancer sur un modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, qui ne marche pas bien, qu'on a très peu d'IPA en libéral, qui ont du mal comment dirais-je, à travailler dans des bonnes conditions. Donc on a un modèle économique plus favorable, plus simple, mieux organisé, mais qui ne peut marcher que si, évidemment, il y a ce lien avec des médecins qui envoient, qui adressent des patients. Et de ce point de vue-là, nous, fondamentalement, en tout cas, bon, d'abord, on agit dans le cadre de textes qui organisent les compétences des professions. Voilà. Notre vision à nous, elle est construite autour du médecin traitant, pas seulement d'ailleurs sur les IPA, parce qu'on en a parlé aussi, il y a de la médecine spécialisée, il y a des équipes de soins spécialisés, il y a des cabinets de médecins spécialisés ou de médecins spécialistes dans lesquels l'IPA a un rôle assez facilement identifiable.
Donc c'est quand même d'abord autour de ça qu'on veut construire et pas d'autres formules. Pas dire beaucoup plus, mais voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe quand même de, comment dirais-je, d'objectif. Il est évident que l'IZPA, c'est une profession qui a de l'avenir. Qu'on va nous tout faire pour les aider. Il y a plein d'autres sujets qu'il faut qu'on améliore, mais qui ne sont pas forcément du champ de l'assurance maladie, la période de formation, comment on les aide dans cette période, etc. etc. Mais on se partage quand même juste un ou deux chiffres. Aujourd'hui, on forme 1800 IPA à peu près par an. D'accord ? 1800. Je crois qu'on forme à peu près 30 000 infirmières par an. 1800, 30 000. Donc je ne doute pas que tous collectivement, on voudra faire beaucoup, beaucoup plus d'IPA. Mais se dire que là, dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, ce sera la réponse, c'est sûrement une des réponses. Et il faut, je pense, que côté du ministère, ils sont motivés pour en former plus, pour les aider davantage, pour leur donner le déclic, pour dire, finalement, je ne sais pas si je vais y aller, comment je vais payer pendant 2 ans, c'est trop long. Donc on va tout faire pour booster tout ça. Mais il faut juste qu'on se dise que, voilà, 1800, 30 000. Donc voilà, et d'où le fait que, alors c'est pas simple, parce que ça ne fait pas complètement consensus, vous l'avez vécu encore plus que moi dans les travaux du HCAM, on considère nous aussi qu'avancer dans des formes qui, quel que soit qu'on parle d'infirmière libérale ou salariée, qu'on parle d'IPA, qu'on parle d'infirmière azalée, trouver les moyens d'une coopération, je dis bien une coopération renforcée, d'organisation, mais d'ailleurs qui seront différentes selon les envies des uns et des autres entre infirmiers et médecins, c'est majeur. C'est majeur, c'est majeur. Il faut vraiment qu'on arrive à avancer là-dessus. Voilà, et je crois qu'il y a de la place pour tous les modes d'exercice. Il ne s'agit pas d'en imposer un. Et que l'infirmier qui a envie d'être dans le cabinet libéral, elle doit pouvoir continuer à exercer dans ce cabinet libéral. L'infirmière qui a envie de rejoindre une équipe avec un médecin traitant, avec un médecin spécialisé, il faut qu'on fasse le nécessaire pour que ce soit possible. Et c'est la liberté, quoi. C'est la liberté. Mais notre boulot à nous, c'est, comme le dit souvent le ministre, de mettre la boîte à outils à disposition des acteurs pour qu'ils s'en saisissent et donc déverrouiller toutes ces histoires-là. C'est un peu la même réponse que je vais faire sur le troisième point. Et de ce point de vue-là, je sors la carte. Je sais qu'elle paraît parfois un tout petit peu, comment dirais-je, un joker, mais ce n'est pas le cas. Dans l'article 51, on a quand même des trucs intéressants qui commencent à sortir de terre, entre guillemets, IPEP, PEPS, toute une série d'organisations, de modes de rémunération, de financement, de modes d'organisation dans lesquels on rend possible, vous évoquez, je crois, des médecins qui salarient d'autres médecins, etc., etc. Il faut là-dessus aussi qu'on ouvre le jeu. Notre ambition à nous, assez rapidement, c'est d'essayer de partager ce que ces expérimentations ont donné. Elles sont en train de se construire, c'est très intéressant, et de donner la possibilité, France entière, à des gens qui ont envie d'aller dans ce type de modèle, avec des niveaux d'ambition qui vont être variables, de le faire. Et donc de déverrouiller aussi tout ce qu'on peut déverrouiller pour répondre aux défis de l'accès aux soins. Donc voilà un peu sur les 3 questions. J'espère avoir rien oublié. Quelques éléments de réponse. Et encore une fois, ne nous trompons pas. Il faut qu'on bosse sur les relations médecin-IPA. Donner envie aux médecins de déléguer, rassurer les IPA sur lesquels elles vont trouver des médecins qui vont vouloir leur adresser des patients. C'est aussi un élément, je me permets de le dire, c'est aussi un élément politique. Là, je dis aux représentants des médecins, si vous n'arrivez pas, pardon, je vais être un peu cash, mais si vous n'arrivez pas à débloquer vos confrères pour qu'ils envoient davantage de patients vers les IPA, vous aurez énormément de mal à résister à d'autres trucs. Énormément de mal. La pression, elle va être énorme. Et elle ne viendra pas de nous. Elle ne viendra pas de l'assurance maladie. C'est très clair, elle ne viendra pas de nous, mais elle sera quand même énorme. Donc, plus vous montrerez que des médecins s'engagent, parce que de toute façon, ils n'ont rien à perdre, c'est là où c'est le paradoxe. Ils ont tout à gagner à adresser des patients à des IPA dans une relation organisée. Ils vont gagner du temps, ils ne vont pas perdre de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc je pense que ça, il faut vraiment collectivement, on arrive à montrer qu'il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Vous me permettrez 3 mots de conclusion. La CSMF n'est pas membre fondateur des libéraux de santé pour rien, et je parle sous le regard de son président. Et c'est que la coopération et le travail des autres professionnels de santé, on y croit. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on y croit, mais on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, et ça nécessite ce temps qui, à mon avis, fera partie de la convention médicale. La deuxième remarque concernant les assistants médicaux, il y a un vrai sujet sur la formation. J'étais hier à table avec quelques-uns de mes confrères de Guyane. C'est loin la Guyane, mais finalement, ça a l'avantage d'avoir une partie du temps de formation des assistants médicaux qui peut être faite en ligne. Parce qu'aujourd'hui,
se séparer de sa secrétaire médicale qu'on va promouvoir assistant médical pendant 430 heures ou d'une infirmière à qui on va assurer cette promotion pendant 120 heures, c'est beaucoup pour nos organisations professionnelles et il faut y réfléchir. Et puis la troisième remarque, à chacun son scoop, vous n'avez pas dit mais moi j'en ai un, ce matin, parce que vous parlez des locaux, sachez que j'ai commencé au nom de la CSMF à entreprendre des discussions avec une grande banque française, mais également un major du BTP, afin qu'ils puissent nous accompagner dans cette fameuse rénovation des locaux. On a mis l'an dernier l'accent au sein de ces universités sur le cabinet vert et l'exercice vert finalement. J'ai la chance à titre personnel de travailler dans un cabinet tout neuf qui a 4 ans avec des normes RT 2012, mais je ne vais pas rentrer dans le détail et on en est fort bien. Et bien, l'idée, c'est aussi de nous accompagner, parce que ça peut être financé par les communautés de communes, mais on peut y avoir un intérêt à y investir soi-même. Donc, on y travaille. Dernière intervention, avant que le ministre arrive, le dernier message d'il y a 2 minutes, c'est il est là dans 20 minutes max, donc monsieur le maire et mes amis, on ira accueillir notre ministre dans une dizaine de minutes. Patrick Assiag, cardiologue, membre des bureaux, j'oublie les fonctions exactes, de la CSMF et des spécialistes CSMF. Il va se concentrer sur la coordination des équipes de soins en général. Vous savez que Patrick a monté une équipe de soins spécialisée en cardiologie en Ile-de-France et à Paris. Et je pense que c'est le sujet de ton intervention. Merci à toi. Monsieur le directeur général, merci de votre présence aujourd'hui à cette merveilleuse réunion. 2 petits mots, en fait, 2 questions, pardon. 2 questions et 3 réflexions juste avant, mais qui vont durer 1 minute 20, comme j'avais dit en fait, à Franck, hein, pas plus parce qu'on est un timing serré. Vous savez que les équipes de soins spécialisées ont 2 missions principales. La première, c'est la coordination des soins pour lequel la CSMF est vraiment très soucieux d'y participer avec la coordination entre les MG spécialisés en médecine générale et les spécialistes d'organes. Deuxièmement, la réorganisation territoriale de proximité. On essaie beaucoup sur la proximité, en sachant qu'on va pouvoir donner et apporter aux médecins généralistes une consultation non programmée dans les 24 heures et souvent à Paris dans les 3-4 heures. Et ça, par un cardiologue libéral qui va se déplacer, enfin du moins qui va proposer en fait aux patients une visite dans son cabinet. Deuxième chose, et c'est très important également, la deuxième mission, c'est renforcer le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque. Et vous savez que c'est votre thème de prédilection, hein. Et moi, j'y participe largement en Ile-de-France, puisqu'on va colliger pratiquement une quinzaine de CPTS qui ont pris ce parcours de soins. Et ce parcours de soins est d'autant plus important que dans votre rapport chargé de produit, vous le savez très bien, votre première recommandation, c'est de créer des équipes de soins spécialisées avec délégation de tâches pour les infirmières. Notre troisième souci, si vous voulez, ce n'est pas un souci, c'est le fait qu'il y a un blocage complet des ARS vis-à-vis des dossiers des ESS en région. On a eu la chance à Paris, nous, de passer. Pourquoi ? Parce que j'avais mes collègues dermatos qui ont eu leur ESS assez facilement, et donc, travaillant régulièrement avec l'ARS, j'ai eu le dossier. La première question, c'est comment pouvez-vous nous aider à déployer ces ESS en France entière ? Et en corollaire, parce qu'il y a toujours un corollaire, c'est comment est-ce que vous allez aider les équipes de soins spécialisées, mais également toutes les équipes multidisciplinaires sur le terrain, à se déployer, si vous voulez, dans ce parcours de soins multidisciplinaires du patient insuffisant cardiaque centré sur le patient, mais piloté par le médecin traitant, et faire en sorte qu'on puisse apporter à ces patients le soin nécessaire, en sachant que du succès de notre parcours de soins, je parle de notre parcours parce qu'on va le partager, découlera en fait le succès des parcours des autres patients qui ont des maladies chroniques, je pense aux insuffisants rénaux, aux diabétiques et tout. Voilà, c'était mes 2 questions. Merci beaucoup. On pense que dans les briques qu'on a un peu évoquées sur l'accès aux soins, le parcours de soins, la brique équipe de soins spécialisée, elle est vraiment très importante. Et donc on souhaite avancer. Et pour répondre très trivialement, je pense que les ARS ont fait beaucoup de bon boulot pour commencer à structurer des équipes, soutenir des projets. Maintenant, il faut qu'on passe, et ça c'est logique, hein, à un financement sur le risque, enfin, entre guillemets, et que ce soit entre l'assurance maladie qui prenne le relais pour offrir de la pérennité à ces équipes. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif.
c'est quoi le bon vecteur? On ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que c'est l'expérimentation de l'ACI? Est-ce que c'est la convention médicale? Je ne sais pas. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'IRS. Et surtout qu'on avance rapidement. Donc ça, il faut qu'on en reparle avec vous les uns les autres pour savoir quelle est la bonne façon de faire. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. Parce qu'en plus, alors moi j'en ai 3, je crois, missions ou 2, peu importe. Mais bon, mailler le territoire, vous l'avez dit. Mais ce qui veut dire aussi une ambition sur le maillage du territoire, une vraie ambition. Et des vraies conditions pour que les spécialistes aillent dans les zones dans lesquelles il n'y en a pas et se projettent. Ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on reparle. Ce n'est pas qu'un sujet d'équipe de soins spécialisés, mais c'est beaucoup un sujet d'équipe de soins spécialisés. Par exemple, consultation avancée. Cette relation avec les médecins traitants, vous l'avez évoqué, hein, comment on construit, comment l'équipe donne aux médecins traitants, je ne sais pas si c'est un fast track, en tout cas une façon de pouvoir être le relais des médecins traitants pour qu'ils aient des rendez-vous. Alors, pas tous qu'ils aient des rendez-vous plus facilement, parce que ça va être compliqué, mais en tout cas, une priorisation, des choses comme ça. Et puis, les outils de la télé-expertise, télé-surveillance, téléconsultation, qu'on les inscrive aussi dans ces équipes-là. Si déjà on fait ces 3 choses-là, il y a sûrement plein de trucs à faire, hein, et vous l'avez dit, on est ambitieux sur le parcours insuffisant cardiaque, on a lancé une grande campagne nationale dimanche sur vos écrans, vous verrez, elle est très chouette. C'est des sujets importants de santé publique, et on compte sur les spécialistes et les généralistes, les médecins traitants pour relayer tout ça. Donc oui, voilà, on veut avancer. Je crois qu'on n'est pas très loin, parce qu'on a les esquisses d'un cahier des charges, il faut que ça bascule sur le risque. J'aurais très envie de vous dire, mais n'y voyez pas de provocation. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre beaucoup d'argent, mais on en parlera. Voilà. Mais il faut maintenant passer à l'acte sur une série de spécialités qui sont, on voit bien, dans les starting blocks. Et aussi avec, là aussi, l'interaction avec typiquement des IPA ou d'autres professions de santé qui peuvent être de l'aventure de cette équipe de soins spécialisés. Faisons attention. Si je peux me permettre, ça va peut-être vous paraître bizarre que je dise ça, mais à ne pas vouloir embrasser trop d'objectifs, à ne pas vouloir créer trop de structures, parce qu'après on va se causer des problèmes existentiels sur une société, la répartition de l'argent, ça va être horrible, parce que quand bien même, parce qu'on a beau dire au bout d'un moment, il n'y a pas 50 milliards de façons de se répartir l'argent. Voilà, donc essayons de viser maintenant, d'accélérer, je le dis, on prend notre part de responsabilité hein, sur le fait qu'on n'a pas forcément avancé suffisamment rapidement, mais je crois qu'à l'automne, là, il faut qu'on trouve le bon vecteur pour donner, pour le début de l'année, aux équipes de soins spécialisés un kit pour pouvoir se déployer. Merci beaucoup, Monsieur Fatome. Sur ce dernier sujet et sur les consultations avancées, on sait, vous et moi, que ça fera partie d'ailleurs d'une des parts non négligeables du PLFSS à venir. Et donc, vous savez combien on y est attaché. À titre personnel, combien j'y suis attaché, puisque vous savez, comme moi, que c'est mon mode d'exercice depuis plus de 20 ans sur mon territoire, d'avoir ces exercices sur des sites distincts qui a d'abord beaucoup concerné les médecins spécialistes hors médecine générale, mais qui aujourd'hui concerne aussi, dans certains endroits, mes confrères. Je pense à mes confrères de la maison de santé de Saint-Martin-sur-le-Pré à Châlons, qui ont IPA, infirmières, assistants médicaux, et aussi, en lien avec l'ARS, ouvert des consultations sur sites distincts, un peu plus loin de chez eux, en Argonne, là où on ne trouve plus franchement beaucoup de médecins. Avant qu'on aille accueillir François Braun, j'aurais, parce qu'on a mis droit et devoir ou liberté, responsabilité, finalement, une proposition, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et penser que demain, alors que nos carnets de rendez-vous sont pleins, on va avoir l'état d'esprit qui sied à mon exercice d'aller ouvrir un centre de consultation distinct, c'est pas gagné. On avait parlé, le mot était, vous avez un peu surpris un espace de liberté tarifaire. Alors vous dites, oh là là, mais vous rigolez, je ne peux pas. Mais d'un espace de liberté tarifaire, on pourrait imaginer un contrat. On a bien été capable de faire l'Optam, un contrat incitatif qu'il nous faut réfléchir. En tout cas, je pense qu'il faut trouver les moyens non coercitifs de nous encourager à faire cet effort. C'est une nécessité. Ça fait partie, je le trouve, d'une politique de droit et de devoir. Vous vouliez répondre ? Oui, vous pouvez répondre et puis conclure. Oui, d'abord, vous avez dit, ça sera un sujet important. Il faut qu'on trouve les conditions pour que cette présence, notamment des médecins spécialistes sur le territoire, cette projection, entre guillemets, se fasse. On est prêt, y compris à aider. Autant il faudra qu'on fasse le bilan de l'Optam, qu'on voit comment on le fait évoluer, même entre guillemets qu'on le consolide, en tout cas qu'on consolide un mode
partenariat, de contractualisation avec les médecins qui permettent une forme de maîtrise des dépassements d'honoraires. Autant, je vous le redis, je ne suis pas très allant sur l'ouverture de nouveaux espaces tarifaires, voire même pas allant du tout. Voilà. Mais il faut qu'on réussisse ça. Je pense que ça fait partie. Liberté, responsabilité, droit et devoir. Hein, je reprends vos termes-là. Il faut qu'à chaque fois, on trouve en face de quoi concrétiser cette ambition. Et je crois que c'est ce que aussi, en tout cas, les assurés sociaux que quelque part je représente nous demandent. Donc voilà, maintenant, il faut... Je pense qu'au-delà d'une forme de consensus sur ça, le diable se cache dans le détail et il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet dans les prochaines semaines. En tout cas, si je peux, quelques mots juste pour vous dire. Hein, d'abord, merci beaucoup de l'échange. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tout, mais on a quand même balayé pas mal de sujets. Vous redire encore une fois l'ambition qu'on a en portant cette discussion dans les prochaines semaines avec vous. Ça ne va pas être facile. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de chapitres sur lesquels, d'abord, il y a eu un travail en amont au premier semestre, et puis on a quand même pas mal d'objectifs en partage, et c'est quand même mieux. Voilà, je mesure qu'il y aura évidemment des ambitions, des demandes de votre côté sur le volet tarifaire. Je l'ai dit, il y a un contexte particulier dont on a perdu complètement l'habitude sur l'inflation, donc on l'a bien en tête aussi. Hein, c'est évidemment des choses qui peuvent peser aussi sur l'équilibre économique des médecins libéraux et sur leurs charges. Donc tout ça, on l'intègre. On va partir aussi sur une négociation qui va nous emmener sur plusieurs années. Donc voilà, il y a 2023, il y a aussi 2024, il y a 2025. Il ne s'agit pas de repousser loin, mais on engage des choses, on va engager des choses sur plusieurs années, et donc c'est aussi dans cette perspective-là qu'il faut qu'on se donne les moyens de réussir, et on souhaite évidemment le faire avec vous. Merci Thomas Fatome, merci Monsieur le Directeur Général, merci de nous avoir consacré ce temps, et de la liberté et de la franchise des discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui, mais qu'on a aussi d'habitude. Et moi, je tenais à vous en remercier, parce que, bien sûr, ça ne va pas forcément être facile, mais au moins, on a ces rapports à la fois qui sont très cordiaux et francs, et pas mal de sujets sur lesquels il y a un alignement des planètes, parce que c'est nécessaire pour tous. Merci à vous.